l'exposition universelle de 1889 accueille un nouveau public, un public de masse. Si nous avons évoqué les changements que ce nouveau public impose aux expositions universelles, nous n'avons pas parlé à proprement dit du public aux expositions. Bienvenue dans Sourcere, où nous allons aujourd'hui étudier les différents types de publics à l'exposition universelle de 1889. Parlons tout d'abord des exposants et des délégations. Les exposants et les délégations. Quand on évoque les visiteurs dans un sens réducteur, on pense aux touristes, aux hommes politiques qui viennent s'y afficher, mais on laisse souvent les exposants de côté. Ce sont pourtant des acteurs majeurs qui participent à l'exposition à leurs frais, tout en faisant vivre justement cette exposition en proposant du contenu au public. L'exposant est souvent oublié et est pourtant essentiel. C'est un acteur majeur des expositions. Ce sont 61 722 exposants qui prennent directement part à l'exposition de 1889. Ce sont eux qui présentent les différents produits et nouveautés. On peut voir le tableau ci-dessous qui montre le nombre d'exposants de chaque groupe. Les exposants sont donc présents pour montrer leurs produits et faire constater la supériorité de ceux-ci et ainsi gagner des débouchés commerciaux avec des clients venant potentiellement du monde entier. Avec l'apparition du public de masse, les exposants eux aussi se sont adaptés et s'efforcent de proposer des produits qui répondent aux besoins et aux attentes de la classe moyenne afin de stimuler son intérêt pour des produits variés. Ce phénomène encourage ici la société de consommation dont les expositions universelles sont un vecteur certain. Parlons maintenant des visiteurs venus pour un voyage d'études. Les voyages d'études. Ce type de public est un public expert qui vient chercher la nouveauté pour diverses raisons. Ce groupe de visiteurs est hétérogène mais a un objectif commun, la recherche de l'innovation. On peut y inclure les industriels. Le public d'industriels est plus spécialisé. Il parcourt les allées à la recherche de technologies de dernier cri et des innovations dans des domaines spécifiques afin d'acheter de nouveaux produits pour moderniser leur entreprise. On peut ici prendre l'exemple de la Companhia Fabril Lisbonense, une entreprise portugaise qui se rend à l'exposition et en profite pour acheter une machine à vapeur. La compagnie choisit cette machine en particulier car elle avait gagné un prix. L'industriel Carlos Constantino da Rocha Carvalho indique que son activité devrait être toujours à la pointe de la technologie, l'électricité étant une science nouvelle et très utile pour la lumière, la télégraphie, et qu'il était donc très important pour lui de se rendre à Paris. On doit noter ici la participation d'habitants des États-Unis. 230 ingénieurs de différentes sociétés professionnelles sont reçus par leurs homologues français. De plus, un voyage est organisé par le groupe de presse Scripps League qui envoie une délégation d'ouvriers spécialisés à Paris. Évoquons maintenant un public exigeant, le public éclairé. Un public éclairé. On peut définir le public éclairé comme étant un public ayant de solides connaissances dans certains domaines sans toutefois être expert. Le public éclairé ne vient pas à l'exposition pour faire un voyage d'études, mais possède des connaissances dans certains domaines, ce qui lui permet de parcourir l'exposition et d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Il peut soit visiter des pavillons pour son plaisir, soit traverser uniquement ceux qui se rattachent à ses centres d'intérêt. On peut ici donner l'exemple du docteur Georges Cruignot qui écrit à travers l'exposition « Souvenirs de 1889 ». Promenade d'un médecin. Dans l'avant-propos, il indique « Le spectacle que Paris a donné a fait réfléchir bien des inimitiés. Les regards se sont souvent portés sur ce travail cyclopéen, la Tour Eiffel, à cet autre non moins grandiose, la Galerie des Machines, et l'esprit saisi est resté stupéfait. On voit qu'il met en avant le fait que l'exposition fait réfléchir le public, lui fait admirer certaines constructions techniques. On les a rapidement évoqués, mais les hommes politiques viennent se montrer lors de ce grand événement qu'est l'exposition universelle. Les personnalités politiques. Une exposition universelle est un événement très important pour les différents pays qui viennent montrer leur puissance, présenter leur avancement scientifique et technologique dans tous les domaines.
Cette importance est d'autant plus déterminante pour le pays organisateur. La France, en 1889, fête le centenaire de la Révolution française et également la Troisième République aux mains des Républicains arrivés au pouvoir après la chute de MacMahon le 30 janvier 1879. Ce contexte de glorification du régime républicain et de l'idée de révolution est très important car il peut interférer avec l'exposition en elle-même. On le voit notamment avec les différents pays qui refusent de participer à l'exposition à cause précisément de ce parallèle avec 1789. J'en parle notamment dans une précédente vidéo que tu peux aller regarder. L'exposition universelle est un moment important qui occasionne des cérémonies impliquant des personnalités politiques comme le président de la République. Différents journaux font état de la cérémonie d'ouverture de l'exposition universelle le 6 mai 1889, présidée par Sadi Carnot. Une tentative d'assassinat à l'encontre du président de la République a même eu lieu pendant ce parcours. La voiture de monsieur Carnot a été prise pour cible à travers un coup de feu. Le tireur a tout de suite jeté à ses pieds le revolver dont il venait de se servir. Il n'a opposé aucune résistance aux nombreuses personnes qui l'ont intercepté. Lorsqu'on l'a interrogé, il a dit s'appeler Jean-Nicolas Perrin et il a indiqué qu'il ne voulait pas tuer le président de la République, mais juste attirer l'attention sur lui. Il a en effet tiré avec des balles à blanc. On voit que les politiques se montrent, énoncent des discours, paradent à l'occasion des cérémonies comme celle-ci où le public est déjà enthousiaste. Des personnalités étrangères viennent également à l'exposition universelle de 1889. Le Shah de Perse, les infantes d'Espagne, le prince de Galles, héritier de la couronne d'Angleterre, le fils aîné du tsar de Russie et le roi de Serbie viennent à l'exposition. Les personnalités politiques sont donc des acteurs importants des expositions universelles. Ils incarnent leur pays, ils jouent un certain exercice de représentation. Les expositions étant aussi des lieux géopolitiques majeurs, les hommes de pouvoir y jouent un rôle important. Évoquons maintenant le grand public, ce nouveau public qui vient assister aux expositions universelles. Le grand public. Le grand public est constitué de badauds qui visitent l'exposition. Ils constituent le gros des troupes. Ce ne sont pas forcément des spécialistes de certaines sections de l'exposition. Ils ne viennent pas en particulier pour voir les nouveautés. L'aspect expositionnaire n'est pas leur centre d'intérêt majeur. Ils voient la manifestation qu'est l'exposition universelle comme une sorte de Luna Park, de parc d'attractions. Ce grand public est une foule. L'exposition doit donc retenir ce public pour être un succès, notamment financier. Par exemple, le dimanche, beaucoup de travailleurs investissent les lieux. On assiste ici à une démocratisation culturelle qui conduit les observateurs à étudier les goûts de la foule. J. Reney écrit « Nous ne nous occuperons donc que du public, ce bon public populaire que nous aimons et dont le jugement toujours droit consacre les grands succès, et il a consacré celui des grandes assises internationales par sa franche et naïve admiration. Il ne recherche pas les causes, ne tient pas compte des précédents, mais ce grand juge dit, sait où ce n'est pas bien, en ne suivant que son impression, ce qui fait de lui le meilleur de tous les juges. Or, il est intéressant, à ce point de vue, pour l'observateur, de se mêler à la foule qui envahit chaque dimanche l'exposition universelle. On voit bien avec ce commentaire que le public est un juge impitoyable, qui parcourt l'exposition à son bon vouloir, faisant fi de toute considération technique. Ce public est donc fort nombreux et visite l'exposition en suivant son instinct sans but précis. Ce nouveau public de masse qui peut venir des couches populaires découvre alors véritablement de nombreux éléments qui lui étaient alors inconnus. Il découvre d'une part les nouveautés techniques comme par exemple l'électricité mais aussi des idées. Ce nouveau public découvre également l'ailleurs, habituellement réservé à l'élite, avec les souks et les bazars, les temples et les pagodes, les ruelles du Caire, les tentes kabyles et les huettes du Tonkin, les danseurs de Java et les ballets chinois. Le public de masse est dorénavant le plus nombreux et l'exposition doit donc le retenir, lui proposer des éléments qui l'intéressent, le séduisent. Il prend désormais une part importante dans l'exposition et le succès de cette dernière dépend à présent de ce nouveau public. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies la vidéo, tu peux alors mettre un j'aime et éventuellement t'abonner pour ne pas louper d'autres épisodes de Sourcierie. Les visiteurs étrangers. Parmi tous ces visiteurs, on retrouve des voyageurs étrangers, les plus nombreux d'entre eux étant les Anglais. Bien que le public national soit le plus nombreux, il faut s'attarder sur ce public étranger qui vient visiter l'exposition. On peut lire dans le journal Le Monde Illustré
L'exposition exerce de plus en plus sur le monde son irrésistible attraction. Chaque jour débarquent à Paris des représentants des peuplades les plus inconnus, et le registre du Figaro de la Tour Eiffel reçoit les noms les plus invraisemblables. Nos hôtes s'appellent Boukhadar Abdoum, Amadou Diang, Modi Cissé ou Lankara Ndiaye. Le public étranger peut donc venir de loin et parfois de façon incongrue. Ainsi, un Russe a-t-il fait tout le chemin à pied. 2 Américains auraient traversé l'Atlantique en canot, avec l'intention de s'inspirer de Phileas Fogg dans Le Tour du Monde en 80 jours, le roman de Jules Verne étant paru en 1872. Un Autrichien a décidé de rallier le Champ de Mars depuis Vienne en 20 jours. Il a réussi à venir en 15. Un autre Autrichien arrive à l'exposition en chaise à porteur, 3 autres en brouette. Nous allons nous concentrer sur le cas de Michel Hassef, qui vient à l'exposition en cheval. Michel Hassef est le fils d'un général cosaque du Caucase et est cornette du 26e régiment de dragons russes. L'idée de son voyage est le résultat de nombreuses discussions entre officiers sur la force et la résistance supposée des chevaux de la cavalerie russe. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux sur la faisabilité d'un tel trajet. La question arrive même jusqu'aux oreilles du tsar, qui s'intéresse à la problématique et fait partir Hassef. Ce dernier emmène avec lui 2 chevaux prénommés Diana et Flag. Pour ne pas fatiguer ses montures, il monte un cheval pendant que l'autre se repose. Michel Hassef et ses chevaux traversent des villages perdus de la Pologne et traversent la Silésie. Il passe dans des villes de Bohême, traverse le Luxembourg. Le soir du 13e jour, il aperçoit la silhouette de la Tour Eiffel. Il a mené son périple en 339 heures de cheval. Les visiteurs qui le peuvent affluent donc en France, à Paris, pour visiter l'exposition. Si les étrangers parcourent donc l'exposition, on est en droit de se demander ce qu'ils en ont retenu. Ce que retiennent les visiteurs étrangers de la France. Nous prendrons ici l'exemple du public espagnol. L'exposition est, on l'a dit, très connotée politiquement, avec les références de 1789, mais aussi le contexte plus actuel, avec la République des Républicains et la résolution de la crise boulangiste. Aussi, ce thème de l'auto-célébration de la République triomphante suscite des réactions contrastées en Espagne. La presse républicaine confond dans un même hommage l'exposition et les commémorations du centenaire. Les journaux conservateurs, au contraire, vont s'efforcer de dissocier l'exposition, qui a indéniablement des qualités qu'il faut louer, et les dirigeants républicains. On peut lire dans le journal espagnol La Época, tandis qu'ils accumulent erreur sur erreur et sont source de conflits répétés pour la République, le peuple français, le véritable pays qui travaille et qui produit, réalise des manifestations scientifiques, artistiques et industrielles prodigieuses, comme celles que l'on peut voir à l'exposition universelle. Ici, la presse conservatrice a un double propos. Elle s'extasie sur le spectacle qu'offre sans contexte l'exposition, mais dénonce le climat d'instabilité politique et le caractère autoritaire des républicains. L'écrivaine Emilia Pardo Bazán, qui rédige un reportage sur l'exposition pour le journal La España Moderna, regrette que le gouvernement français ait associé les festivités républicaines à l'exposition universelle de 1889. On peut lire: Je considère comme la preuve d'un manque de tact le choix de cette date, même que les festivités du 14 juillet, qui forcément devaient répandre l'alarme dans l'Europe monarchique et la conduire à s'en détourner. Et je suppose que ni la brillante réussite de cette grande fête internationale, ni les merveilles de l'industrie et de l'art que nous y admirons, n'amélioreront la situation politique intérieure de la France, ne donneront plus de respectabilité à son gouvernement discrédité, ni ne diminueront les probabilités de nouveaux revers pour ses armées, le jour où éclatera la guerre inévitable. Mais les correspondants espagnols peuvent aussi être marqués positivement par les célébrations politiques et ils sentent même un esprit révolutionnaire omniprésent dont la résurgence se manifesterait même dans le comportement de certains jurys de l'exposition. Un journaliste du journal La Ilustración Española y Americana écrit: Les Français veulent tout pour eux, et jamais autant qu'en cette occasion, ils ne se sont autant efforcés de faire en sorte que tout, absolument tout, ne se transforme en un hymne à la gloire du peuple français. Certaines nations dont on cultive ici les affinités ou les alliances politiques ont été un peu plus favorisées. Et si les exigences et la convenance contiennent et modèrent certains débordements, il y a une tendance à restaurer les principes cosmopolites de 1789 qu'il est difficile de réfréner. C'est impossible d'y échapper. Même dans l'air qu'on nous fait respirer souffle l'esprit de la révolution. Le point de vue espagnol est donc intéressant,
car certains sont gênés par cette exposition qui lie intimement à elle une dimension politique et pro-républicaine. D'autres, au contraire, sont en quelque sorte subjugués par cet aspect. Tous reconnaissent les qualités de l'exposition si on extrait toute sa dimension symbolique. On peut aussi évoquer le cas de Tan Hoe Lo, un Maltais qui écrit de courts articles dans divers numéros du Bintang Sarabaja de 1889. Il s'agit des premiers reportages à apparaître sur l'Europe dans la presse sino-maltaise de Java. Ce récit est favorable à l'Occident et on peut y voir une fascination indiscutable pour la modernité. Tan Hoe Lo évoque en effet divers progrès techniques qu'il a pu noter et envisage à plusieurs reprises leur transfert aux Indes néerlandaises. Cependant, il ne dit rien de la France et des Parisiens et ne voit de Paris que ce que l'on veut bien montrer aux touristes. Comme on le voit, de plus en plus de personnes se rendent à l'exposition. Les exposants qui interagissent avec l'exposition, un public de spécialistes venus spécialement pour des besoins professionnels, un public qui vient pour faire des voyages d'études, un public éclairé, un public constitué de politiques qui viennent se mettre en scène, et enfin, le grand public. Le public est donc hétérogène, et chacun trouve son plaisir dans cette immense manifestation. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as appréciée, tu peux mettre un j'aime, t'abonner à Sourcier pour ne pas rater d'autres épisodes.